Évidemment, j'aurais aimé jouer avec les deux leaders. Je pense que j'avais la motivation, je pense que j'avais l'envie, les capacités probablement. Mais voilà, la course est comme elle est. On casse un foil à mi-parcours. Et pour autant, on a repris la tête de la course à mi-Pacifique, ce qui est un beau pied de nez. Et voilà, ça, on peut tous en être fiers. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup travaillé en peu de temps, avec un projet basé ici, au Sable d'Olonne. Et voilà, c'est une année et demie qui est passée trop vite. Et donc, conclure avec cette 3e position qui est au-delà de nos espérances, c'est magique. Aujourd'hui, j'ai envie de savourer le présent et j'ai tendance souvent à regarder aussi l'avenir. Faut pas que je retombe dans mes travers. Je vais d'abord essayer de savourer l'instant. Mais j'ai qu'une envie, c'est de revenir dans 4 ans avec des objectifs encore plus ambitieux. Et Paul-Henri m'a envoyé un texto pour me confirmer cette volonté aussi, ce qui m'a énormément touché. C'est un gage de confiance. Il y a une valeur qui me tient beaucoup à cœur, c'est la loyauté. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu créer ensemble avec le groupe Dubreuil, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne pouvais pas espérer mieux. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en être là. Et donc, être récompensé par un chenal d'arrivée comme ça, tous ensemble, c'est magique. Je pense que ce chenal, il récompense aussi mon équipe, puisqu'ils étaient à bord. C'est aussi leur travail. Comme je le dis assez souvent, voilà, c'est des projets très technologiques qui se professionnalisent de plus en plus. Et comme je le dis souvent, comme je leur dis à eux, c'est eux qui marquent l'essai et c'est à moi de le transformer. Donc j'ai eu cette responsabilité-là. Je pense que j'ai réussi la transformation. Mais d'abord, ils ont réussi à marquer l'essai, ce qui est quand même une grosse tâche à faire. Donc voilà, je les en remercie aussi. Et puis ce chenal, voir mes copains ici, chez moi, je pense qu'ils se sont surpassés au départ, ils se sont surpassés à l'arrivée. Et voilà, ça me touche énormément. On a vu les pancartes. Applaudissements effectivement pour Sébastien, bravo encore. Les pancartes et les affiches, demain il y a vélo. Le message est passé? Ils sont complètement fous. Ouais, j'ai hâte d'aller faire du vélo, mais je pense qu'ils vont me laisser en fin fond de la Vendée ou alors ils vont me ridiculiser en me poussant jusqu'à l'arrivée. Ils l'ont déjà fait et ouais, ça fait plaisir d'être soutenu comme ça et j'ai hâte de retourner rouler avec eux, d'aller courir avec eux. Il y a un full Ironman à préparer dans 5 mois, donc c'est un défi complètement différent qui est très personnel pour le coup. Il y a Gabi de l'équipe qui le fait aussi, lui est complètement taré aussi. Mais voilà, là pour le coup c'est un défi plus personnel qui est lié aussi à mes amis et j'ai encore envie d'explorer mes limites dans d'autres domaines, toujours plus loin. Je pense que j'en ai exploré pas mal pendant ce Vendée Globe et je le referai encore dans 4 ans. Voilà, donc demain il y a vélo, je sais pas demain, mais peut-être après-demain, ouais. Le moment présent, c'est ce que tu disais à l'instant. Merci Sébastien, bravo encore. Y a-t-il des questions tout de suite? Oui, et il y en aura plein. C'est parti, on vous passe le micro. Bonjour Sébastien, on va revenir si tu veux bien sur la descente de l'Atlantique Sud où tu bats le record des 24 heures et derrière tu casses ton foil. Est-ce que tu penses que c'est lié? Est-ce que tu penses que tu as trop tiré sur le bateau? Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Mon regret, c'est de ne pas avoir poussé plus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je pense que les 2 premiers devant moi ont réussi à pousser encore plus leur machine parce qu'ils avaient un seul objectif, c'était de gagner. Le mien était de finir ce Vendée Globe. Donc non, je pense que j'ai pris soin de ma machine. Ce record de 24 heures, j'en suis très fier. Je pense que j'ai placé la barre très haute, mais c'était absolument pas mon objectif. Quand j'ai commencé à voir les records tomber à partir du Cap Finistère dans des conditions qui étaient pas bonne du tout. Je me suis dit que ça allait finir n'importe comment cette histoire. Au final, les bateaux ont tenu le choc et je trouve ça assez fabuleux aujourd'hui le niveau de préparation de tous les concurrents, de toutes les équipes. Bravo à eux. Et finalement, on a battu ce record, ce qui est quand même incroyable, 615 000 avec 3 peelings, donc 3 changements de voile. En solo, ça prend du temps. Une marche arrière parce que j'ai pris quelque chose en acquis. 25,7 nœuds de moyenne, je crois.
Je sais pas comment c'est possible, parce que j'ai tenté de faire des moyennes un peu comme ça sur la remontée de l'Atlantique. Je me suis dit, mais comment j'ai fait Donc, je sais pas. Maintenant, pour l'histoire du foil cassé, est-ce que c'est lié? En vrai, je pense pas. La théorie veut que les matériaux composites ne fatiguent pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ces domaines-là. Je me l'explique pas, cette casse de foil. Parce que c'est des foils qui ont été éprouvés par Eleven Hour. Déjà, ils ont déjà fait la moitié de The Ocean Race. Ils ont déjà battu des records. Pourquoi est-ce que ça casse maintenant? Je sais pas, c'est un coup du sort. C'est assez impressionnant. Mais contrairement à il y a 4 ans, il n'y avait pas de dommages collatéraux liés à cette casse. Et donc, du coup... Et donc, du coup... Et donc du coup, voilà, ça m'a permis de continuer cette course, mais je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que ça aurait donné avec les 2 foils? Bon, maintenant, on va pas refaire le match. Charlie mérite largement cette victoire. Je pense qu'il a fait preuve d'une constance incroyable depuis qu'il est sur le circuit IMOCA. Il a eu un parcours lisse comme la glace, contrairement à moi. Et pour autant, j'ai pas envie d'échanger ma place. Au contraire, je suis très fier de mon parcours, de là où on en est aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire avec le groupe Dubreuil, avec notre équipe, avec la ville des Sables-d'Olonne. Donc voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à atteindre cette 3e place. Et puis voilà, je connais bien Charlie, j'ai énormément de respect pour lui. En Figaro, je l'ai battu en 2018 sur la solitaire. Lui aussi, il voulait cette victoire, il ne l'a pas eu, je lui ai volé. Et ça m'a fait énormément plaisir de le voir aussi à l'arrivée, de voir Johan. Je pense qu'ils se sont beaucoup battus. J'ai été très honoré de pouvoir me confronter à eux pendant quasiment la moitié du Tour du Monde, jusqu'à ce que je reprenne la tête de la course une dernière fois à mi-Pacifique. J'en étais très fier, c'était un beau pied de nez avec un seul foil en plus. Mais voilà, j'ai fait avec les armes que j'avais, et en tout cas, c'est ça que je retiens aujourd'hui. Je pense que c'est de la faute de personne. Ça fait partie du jeu, et aujourd'hui on finit quand même avec une belle 3e position, donc n'empêche que ça renforce cette 3e position, ça renforce ma détermination pour dans 4 ans, qui est mon rêve ultime, qui est un jour de remporter ce Vendée Globe. Donc voilà, je l'avais dit aussi pour la solitaire du Figaro, donc on verra, ça reste du sport, on peut pas tout maîtriser, mais en tout cas mon ambition, elle est là. Une autre question. Je vous laisse vous présenter aussi pour ceux qui suivent en direct. Alors, François Dastier de l'AFP. Charlie, dans sa conférence de presse, a été particulièrement impressionné par le fait que tu arrives si bien à mener un bateau sur lequel il avait navigué et qu'il avait trouvé extrêmement bien pensé, mais pour l'équipage. Est-ce que tu l'avais... J'imagine que tu avais fait des adaptations avant, mais est-ce que tu peux nous parler justement de la façon dont tu as mené ce bateau, pensé pour l'équipage en solitaire? Ça a été encore plus d'énergie à déployer finalement? Je me suis pas vraiment posé cette question parce que c'est le destin qui a voulu qu'on ait ce bateau aussi. On en a fait l'acquisition après The Ocean Race. On cherchait un bateau performant, et le marché de l'IMOCA, comme on le sait, est complètement fou. Ça a été un bateau qui s'est libéré un peu à la dernière minute avec un projet lancé il y a 1 an et demi. C'est un peu aussi un concours de circonstances. Au final, il n'y a aucun regret à avoir. Je veux dire, c'était le bon choix. C'était un super bateau qui avait déjà fait ses preuves. C'est ce dont on avait besoin pour lancer ce projet Vendée Globe en 2024. Un bateau déjà éprouvé, performant. Il a déjà fait ses preuves. Moi, je ne les avais pas faites. J'espère les avoir un peu faites aujourd'hui. En tout cas, ça reste un très bon bateau. Certes, en termes d'ergonomie, il n'a pas été pensé pour le solitaire. Maintenant, à la suite de mon accident, qui aurait pu être, je le répète, dramatique, et Charlie a eu un accident aussi avec, moins grave, mais malheureusement, j'ai gagné le prix de la commotion, mais je ne le cherchais pas. Mais on a essayé d'adapter le bateau pour la course au large en solitaire, en adaptant certains éléments ergonomiques. Avec le recul, aujourd'hui, je dirais que c'est pas suffisant encore. Mais voilà, il faut continuer de travailler dans ce sens-là pour pousser nos machines encore plus loin à l'avenir. Sébastien, Lorraine Groller, Voiles et Voiliers.
Tu as parlé de ton foil, mais tu as eu d'autres avaries. On a pu voir que ton J2 était très, très abîmé. Tu peux nous dire un peu la liste des avaries que tu as eues pendant ce tour du monde? Ouais, alors le J2 c'est que cosmétique, c'est absolument rien du tout. Les voiles, j'en suis très fier parce que Incident, ça fait un boulot extraordinaire et je travaille avec Max Paul depuis que je fais du Figaro. C'est aussi grâce à lui en partie que je gagne la solitaire, donc c'est son pré-design qui m'a permis de gagner la solitaire du Figaro, donc c'est une longue histoire. Avant il était chez Norse, mais peu importe. Donc non, je suis très fier du travail de Incidence. Oui, j'ai eu d'autres avaries. J'ai plus de moteur à l'arrivée, donc plus possibilité de charger les batteries. Voilà. Par contre, n'empêche qu'on a énormément travaillé aussi sur d'autres manières de produire de l'énergie avec les panneaux solaires qui sont fournis par le groupe Dubreuil. Désolé de faire de la pub, mais n'empêche que c'est vrai. Je pense que ça m'a sauvé une partie de mon Vendée Globe et on a consommé. J'avais embarqué 400 litres de Vendée Globe 370 litres. J'en ai consommé 130 seulement, grâce en partie à ces panneaux solaires et les hydrogénérateurs qui m'ont permis de finir la course sans le moteur. Le moteur, je savais pas qu'il était mort, mais j'avais juste pas envie de le bricoler à la fin. C'était un pied de nez très personnel, en me disant allez hop, c'est bon, je tourne le dos au problème, c'est bientôt fini, je vais m'en sortir. Hors de question de mettre les mains dans le gasoil ou quoi que ce soit. Une autre avarie que j'ai eue, qui a été quand même contraignante, moralement surtout, c'est que dans l'océan Indien, à grosse dep, quand Charlie a réussi à partir devant, en fait, moi j'ai un de mes réservoirs qui s'est vidé en partie dans mes sacs de nourriture, donc 4 sacs pollués sur 6. Ça voulait dire plus de nourriture plaisir, plus de petits-déj, que des lyophales et des plats sous vide. Tout le reste était contaminé. Le reste du gasoil, j'ai réussi à le récupérer, mais voilà. En tout cas, mentalement, ça rend les choses beaucoup plus dures. J'ai perdu que 3,5 kg, donc ça veut dire que le reste de la nutrition était correct. J'étais parti plus lourd que d'habitude aussi quand même, mais voilà. Donc, et puis une autre avarie dont on n'a pas parlé, c'est à mi-Pacifique, j'ai eu très peur. On a perdu les ogives de quilles et les lèvres de quilles. En fait, c'est des quilles pendulaires, et en fait, pour combler le jeu entre la coque et la quille, qui bascule d'un côté et de l'autre, il y a une ogive, et celle-là s'est arrachée. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai cru que ça pouvait être une cause d'abandon, puisque du coup, ça veut dire que la partie du puits de quille rentre en pression, elle n'est plus en dépression pour le coup. Et donc du coup, l'eau s'accumule et peut rentrer dans le bateau. Et en plus, c'est une zone qui est très proche de la surface de flottaison. Et au final, j'ai réussi à bien fermer la boîte, le rendre étanche, et j'ai fait un test en me disant allez, je pars à 35 nœuds, un gros planté, et ça passe ou ça casse. C'est passé, et ça a fait tout le tour du monde, j'en ai pas parlé. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Sinon, que des petites choses. Globalement, le travail de l'équipe a été incroyable. Je pense que la préparation du matériel a été vraiment bien pensée, bien rigoureuse. Toute l'équipe a fait un travail incroyable. On est parti avec l'objectif d'avoir beaucoup de matériel parce qu'on voulait seulement finir le Vendée Globe. Je pense que c'était quand même une bonne décision. C'est toujours pareil, quand on a le matériel, en fait, on n'en a pas besoin. Voilà, donc à part des petits bouts de ficelle, des petites bêtises, globalement, le niveau de préparation du bateau était au-delà de mes espérances. Ça, j'en suis très fier. Voilà, donc il faut qu'on poursuive dans ce sens-là. Ça, c'est pas de mon fait, hein. C'est celui de mon équipe. Voilà. Dit-il en regardant son équipe avec le sourire. Une autre question ? Oui. Ouais, Sébastien, de nouveau, Philippe Elias, tu as dit tout à l'heure que c'était au-delà de tes espérances et que tu n'avais pas envie de retomber dans tes travers. C'est quoi tes travers ? Mes travers, je crois qu'il y a Anne-Julie qui est là en plus, ma préparatrice mentale. J'ai souvent tendance à focaliser, ça c'était en 2016, vu que je suis quelqu'un de très émotif, à me focaliser sur le regard des autres, ce que pensent les autres. Et aussi à ne pas savourer l'instant présent, à toujours penser au futur, ce que pourrait être l'avenir. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes après probablement tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Au contraire, j'arrive à savourer l'instant présent, à prendre les choses étape par étape, à garder mon énergie sur ce qui compte pour moi. Voilà, faire mon parcours, faire mon chemin, suivre mon rythme. Aujourd'hui, je pense que j'y arrive très bien. Je pense qu'aujourd'hui, mon mental est aussi une force. Et c'est probablement ce qui m'a permis de monter sur cette troisième place, d'atteindre cette troisième place aujourd'hui.
je pense que c'est vraiment un de mes points forts. Question juste là de Jacques Guyader, Ouest France. Bonjour Sébastien. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais reçu un SMS de M. Dubreuil qui t'annonce donc la continuité de l'aventure. Est-ce que du coup, tu te projettes dans la conservation, l'amélioration de ce bateau, le rachat d'un bateau peut-être supérieur à celui-là, ou est-ce que tu te projettes aussi sur la construction d'un bateau à ton goût, voilà, qu'est-ce qui te motive en ce moment pour aller jusqu'au Vendée Globe 2028? Est-ce que tu as les moyens d'avoir une équipe aussi qui assumera la construction d'un bateau et la mise au point d'un bateau? On sait que c'est un gros chantier, que c'est très c'est difficile. un challenge d'un niveau supérieur, je le conçois effectivement. On a eu, et je pense qu'on peut d'autant plus en être fier, réussi à atteindre un résultat incroyable avec quand même un projet maîtrisé ou mesuré, je ne sais pas comment l'appeler. On était une petite équipe, on a fonctionné de façon très soudée, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de hiérarchie dans notre équipe. C'est pas très vertical, au contraire, il y a beaucoup d'échanges. On confronte nos idées, on donne nos avis. Ce qui comptait pour moi surtout, c'est que l'équipe soit fière de son travail. Voilà, si elle a un doute, il n'y a pas de doute. À partir du moment où une personne de mon équipe me dit qu'elle est confiante, bah, je la crois, je lui fais confiance. Voilà, c'est comme ça qu'on a fonctionné aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a permis d'atteindre ce résultat. C'est sûr qu'essayer d'aller viser des objectifs plus ambitieux, comme on le souhaite avec Paul-Henri, avec sa famille, ça va nous demander d'étoffer encore l'équipe, de monter en expérience, probablement de s'entourer aussi de personnes d'expérience, se tourner peut-être vers des gens voilà, qui ont beaucoup de métiers et qui pourront nous donner plus d'expertise, nous faire progresser, nous permettre de nous remettre en question encore, c'est sûr. Et le challenge est d'autant plus grand qu'on a un projet basé ici au Sable d'Olonne, donc pas forcément les ressources. On sait très bien que la majorité des ressources compétentes sont en Bretagne. Donc c'est un challenge d'entrepreneur supplémentaire. Mais voilà, je pense que ça rendra le projet encore plus beau. Maintenant, parler de construction ou pas, c'est pas à moi de faire l'annonce. Mais en tout cas, j'ai bien le sentiment qu'on va se donner les moyens de nos ambitions, tout en restant mesuré à l'image de ce que fait le groupe Dubreuil dans ses filiales. Encore une fois, c'est pas à moi d'en parler, mais voilà, le groupe Dubreuil s'est construit pas à pas, un groupe familial qui a aujourd'hui 100 ans. Ils avaient seulement une épicerie, aujourd'hui ils ont 46 filiales, 1 milliard de chiffre d'affaires, 3 milliards et demi même. Donc voilà, c'est petit à petit. Et je pense qu'on va essayer de fonctionner de la même manière. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est pas à moi d'annoncer bateau neuf, pas bateau neuf, etc. Mais honnêtement, j'imagine pas un bateau de la génération 2024 gagner le Vendée Globe 2028. C'est mon avis. Autre question, je vais vous présenter, allez-y. Et il y a des questions également sur le chat. Allez-y. Ludovic Sorlo, course au large. Bravo Seb pour cette 3e place. C'est super. Je voulais savoir si tu avais eu des contacts, des échanges réguliers avec Johan et Charlie ou d'autres skippers durant la course. Non, très très peu avec Johan et Charlie. 2-3 textos parce que l'AIS marchait pas, tu m'as vu, ou voilà, des trucs comme ça. Beaucoup avec Benjamin. Évidemment, Benjamin, voilà, c'est un ami à moi et on était en coloc ensemble, on a fait du Figaro ensemble. Donc oui, Benjamin, tous les 4 jours environ, souvent pour se raconter un peu des conneries, lui attend un bébé, etc. Est-ce que je suis prêt? Enfin bon, vous voyez le genre. Voilà, rien à voir. Et avec les autres marins, beaucoup moins. Manu aussi, quand même, pas mal. Manu Cousin, qui est aujourd'hui encore dans le Pacifique, qui m'encourageait, qui me félicitait. Mais j'ai surtout eu beaucoup de contacts avec mes proches et avec mon équipe. Contrairement à certaines autres grosses équipes, moi j'ai décidé de rien cacher sur mon tour du monde. C'est-à-dire que toute l'équipe, c'était pas cloisonné en termes d'information.
absolument toute l'équipe de la communication, au management, à la technique, était au courant des petits soucis qu'on avait, des petits pépins. C'est aussi une histoire de confiance, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a un petit jeu d'intox quand même, on cherche à savoir quels sont les problèmes des uns des autres, parce que ça, mentalement, ça nous rend plus forts. Mais voilà, c'est aussi une histoire de confiance. Dans l'équipe, j'ai décidé de rien leur cacher, de leur dire tout ce que j'avais. Et au final, ils ont toujours répondu présent pour m'aider aussi, au jour le jour, essayer de m'aider à trouver des solutions à mes petits soucis pour garder un niveau de performance au plus haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un travail digne des plus grandes écuries, donc je suis très fier d'eux. Voilà, et même à l'avenir, en visant des objectifs plus hauts, je pense que je ne changerai pas parce que ça fait aussi partie de ma personnalité, c'est-à-dire de partager des choses. Voilà, je peux paraître un peu parfois solitaire ou renfermé, mais c'est un peu de la timidité globalement. Mais mon trait de caractère, c'est plutôt d'être dans l'échange et dans le partage en réalité. Donc, ouais. Ouais. Une deuxième question, comment tu expliques être arrivé devant Charal, Thomas, Jérém, Nico Lundven, avec un bateau qui est quand même d'ancienne génération, même s'il a fait The Ocean Race? Comment je l'explique? J'en avais plus envie, peut-être. Non, je sais pas. Je pense que si j'étais déjà devant eux au poteau noir, je sais pas. Je pense que même si je suis parti prudent, je pense que mes trajectoires dès le début de la course ont été quand même correctes, assez tendues, pas forcément le plus rapide, mais c'est ce qui m'a permis d'être toujours dans un top 5, top 7 dès le départ, avec pas d'écart avec le groupe de leaders. Donc, et puis ensuite, la descente de l'Atlantique Sud, j'ai été le plus rapide, donc ça m'a repropulsé en tête de la course. Comment ça se fait que je sois devant eux? Je sais pas. En tout cas, j'en suis fier. J'en suis fier parce que Jérémy Bayou, je suis très admiratif de Jérém. Il m'a soutenu énormément dès le début de ma carrière. J'échange très régulièrement avec lui et je sais à quel point il a envie de rendre la copie parfaite sur le Vendée Globe et il n'y arrive pas. J'en suis désolé pour lui, mais ça n'enlève rien à ma fierté de finir devant lui parce que c'est un immense champion. Nicolas Lundven, on s'est entraîné ensemble. C'est grâce à lui aussi en partie que je gagne la solitaire en 2018. On s'était entraîné ensemble en 2017. On s'était entouré de Seb Cole tous les trois. Donc on faisait du tout beau testing tout le temps et il gagne en 2017, je fais 3e et je gagne en 2018. Donc je connais très bien Nico et Nico c'est aussi lui qui m'a hébergé pendant que je participais à la sélection pour les jeunes de moins de 25 ans en Bretagne CMB. J'ai dormi chez lui pendant une semaine. Donc je suis très fier de le voir sur ce Vendée Globe et il navigue quand même très très bien. Avec un bateau que j'aimerais pas mener pour le coup. Je le trouve très bas sur l'eau, je le trouve extrême. Mais je suis aussi fier d'être devant un marin comme lui. Et Thomas Ruyant, je sais pas. Je suis tout aussi fier, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à rentrer dans sa course comme il l'aurait voulu. C'est dommage, parce qu'on sait à quel point il peut être rapide, à quel point il peut être incisif. Je sais pas, ça rend ma 3e place encore plus belle, je suis content. Clément Simon pour Ouest France. Ce matin, tu as retrouvé tes proches, tu as aussi retrouvé Chiffon, ton chien. Et on se demandait, comme tu en as beaucoup parlé avant le départ, tu étais assez ému avant de la quitter. On est obligé de te poser la question, comment se sont passées les retrouvailles avec Chiffon? Très bien, elle est venue passer la nuit dans l'IMOCA avec nous, elle a dormi dans mes bras. Oui, ça me tient beaucoup à cœur et j'ai rêvé d'avoir un chien depuis des années et tout le monde me disait non, fais-le pas et tout. Mais en fait, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, quasiment. Et retrouver mes proches hier et mon équipe dans le bateau, même si c'est peut-être mieux en été d'aller au mouillage dans la baie, prendre l'apéro, mais c'était quand même un bon moment au final. Je suis quand même content de poser le pied à terre et j'ai hâte d'aller prendre une douche en vrai et dormir dans un lit. Mais ça fait plaisir de retrouver ceux qui comptent pour nous, et même si c'est des animaux. Donc Chiffon, c'est un peu toute ma vie. Je cours avec, je fais du vélo avec. Les flics aiment pas trop parce qu'elle court sur le trottoir et moi je roule sur la route, mais c'est comme ça.
Sébastien, bonjour. Virginie Bachelier, OS France. Deux questions déjà. Est-ce que tu pensais que tu étais capable avec ce bateau de faire ce nombre de jours-là de course, de battre ce record déjà et de faire ce nombre de jours-là? Et une autre question aussi sur le reste de la flotte, puisque donc tu es 3e et tu vas être loin devant le 4e. Ils ont des conditions météo un petit peu différentes. Le podium, vous avez quand même bénéficié d'autres conditions météo, peut-être certainement plus clémentes que certains rencontrent aujourd'hui. On imagine que tu es bien content d'avoir fait partie de ce paquet-là. Oui, mais en même temps, c'est pas dû au hasard. C'est-à-dire que souvent, en course au large, plus on est rapide et plus riche on est. Voilà, ça part souvent par devant. L'élastique, il se tend, il finit par casser. C'est un peu tout l'enjeu aujourd'hui. On a des bateaux capables d'aller aussi vite que les phénomènes météo, demain qui iront plus vite que les phénomènes météo. Donc forcément, quand on rate le train, eh ben, c'est terminé. Et c'est ce qui s'est passé très vite dans la descente de l'Atlantique. Il fallait tenir le rythme, et c'est ce qui rend ces bateaux et ce Vendée Globe d'autant plus durs. C'est que mentalement, à un moment, c'est bien d'aller à 30 nœuds, mais on n'a qu'une envie, c'est stop, quoi, ça s'arrête. Mais sauf qu'il faut réussir mentalement à tenir à ce rythme avec un bateau qui est sollicitant, qui est invivable. Donc est-ce que je m'attendais à faire ça avec ce bateau? Comme je l'ai dit, je pense que ce bateau, il a déjà fait ses preuves et moi non. Donc aujourd'hui, je suis fier d'avoir démontré de quoi j'étais capable et voilà, d'avoir prouvé une seconde fois à quel point ce bateau était performant et à quel point il était bien préparé aussi. Voilà, donc... Est-ce que je m'y attendais? Oui, non, je sais pas. Quand je suis parti sur ce Vendée Globe, l'objectif, il était seulement de terminer, comme je l'ai dit. Mais secrètement et très personnellement, et je voulais pas en parler, c'était de faire un top 5. Et finalement, c'est un podium, c'est fabuleux. Juste avant la question dans la salle, pour rebondir sur la question du bateau, question posée sur le chat par Sandrine Lefebvre. Par rapport à l'accident de l'an passé, y a-t-il eu de l'appréhension par moment pendant ce Vendée Globe? Oui, non, je sais pas. C'est un sujet que j'aime pas du tout aborder. On en a déjà beaucoup discuté. C'est un sujet qui est revenu encore. Ce que Stéphanie Ruchot m'a dit à l'entrée, j'étais accoudé au ponton pour attendre le protocole pour pouvoir aller au départ rejoindre mon bateau, où elle m'a dit sois prudent, et je lui ai redit à l'arrivée jamais tu redis ça, comme je l'ai dit à mes proches. C'est un mot que je supporte pas depuis mon accident, parce que ça fait son chemin dans ma tête, et moi la course au large c'est ma passion, c'est ma vie. Je le fais pour le plaisir, je le fais pas pour avoir la peur au ventre. Évidemment, c'est un sport qui devient dangereux. Donc aujourd'hui, je prends toutes les précautions nécessaires. Je porte un gilet, ce que je faisais pas. Je porte un casque, ce que je faisais pas. On a adapté le bateau pour pouvoir voilà, essayer de pousser la machine au maximum de son potentiel. Je pense qu'il faut encore continuer de trouver des axes d'amélioration pour éviter les accidents. Mais voilà, c'est la peur. Oui, je suis monté en haut du mât, vraiment j'en avais pas envie, quoi. Et j'ai même dit à mon équipe, il est hors de question que je monte en haut du mât. Et puis un matin, je me suis réveillé, belles conditions, je dis putain, c'est trop con, faut y aller. J'avais pas envie, j'ai le vertige, je voulais pas faire ça. Personne n'était encore monté sur ce Vendée Globe en haut de son mât, et je l'ai fait parce que j'étais déterminé à finir la course dans de bonnes conditions. Voilà. Puis après, c'est des frayeurs, c'est de l'appréhension, c'est du stress, de la peur, je sais pas. C'est difficile à décrire comme mot. Moi, je suis pas trop dire oh, j'ai eu peur. C'est pas trop mon langage. Voilà. Il y a d'autres questions sur le chat, mais on revient aux questions dans la salle. Sébastien, félicitations. Valentin Pinault, Ouest France. Tu as rendu un super bel hommage tout à l'heure à Jérém, Nico et Thomas. Est-ce que tu as toujours su que tu pouvais battre ces mecs-là autour du monde? Est-ce qu'à des moments, tu en as douté? Ou est-ce que finalement, même toi, tu t'es surpris toi-même sur ce Vendée Globe? Est-ce que j'en ai douté? Est-ce que je me... C'est une question très dure, hein, quand même. En fait... Non, c'est pas parce que je suis devant ou ils sont devant que voilà, enfin, je me sens pas.
je me sentais tout simplement à ma place, en fait. J'étais devant eux, je faisais ma course et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé mentalement à essayer de pas être focalisé sur le regard des autres, sur ce que font les autres, leur trajectoire. L'objectif, il était plutôt de garder mon propre rythme, de ne pas me le faire imposer, de faire mes propres trajectoires, prendre mes propres décisions. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout s'est très bien passé et très vite. Par contre, il y a une chose, c'est que j'étais, dès le départ, et depuis ça quelques années, depuis mon abandon sur le dernier Vendée Globe, tout simplement, depuis, je suis plus à l'aise dans une position de chasseur que de chasser. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais tout petit, j'étais un optimiste, je commençais, j'étais à une régate et j'étais sur le Zodiac, il y avait mon entraîneur que j'ai revu là d'ailleurs, incroyable, la première, Brenda, et j'ai dit à mon père, qu'est-ce qui se passe si je suis en tête à la boue au vent? Et il me dit, bah tu continues. Bah pas de bol, je suis arrivé en tête à la boue au vent, je me suis arrêté, j'ai laissé passer le deuxième, et j'ai suivi le deuxième, mon père était fou de rage. Et aujourd'hui, c'est encore un peu pareil. Voilà, depuis mon abandon sur le Vendée Globe, j'ai perdu ce capital confiance que j'avais sur la solitaire en 2018, ce que j'avais sur la Bermude 1000 quand je suis arrivé en IMOCA, ce que j'avais sur la Guyadère que j'ai remporté aussi en IMOCA. Et du coup, presque être en tête, je me sentais pas trop à ma place. Par contre, être dans une position d'outsider, ça, je me sentais pleinement en confiance. Donc aujourd'hui, je pense que ce Vendée Globe sera un déclic pour moi. J'ai toujours dit que c'était un long chemin que de retrouver celui de la performance. Et voilà, je pense que j'ai mis 4 ans à reconstruire cet état d'esprit. Je pense que ce Vendée Globe sera un déclic pour moi. Et l'objectif maintenant, c'est d'être à l'aise dans une position de chasser, comme l'est Charlie aujourd'hui. Et je trouve ça incroyable. Et moi, c'est à ça que j'ai envie d'aspirer aujourd'hui. J'ai une petite question totalement anecdotique. Mais sur l'Ocean Race, tu naviguais avec Benjamin. Est-ce qu'on peut revenir juste sur l'accident quand vous avez percuté Eleven Hour? Est-ce que tu peux nous le dire aujourd'hui? Est-ce que tu étais déjà en train de racheter le bateau ou pas? Oui. Les boules. Et est-ce que ça a failli oui. faire capoter l'histoire? D'accord. Oui, j'aimerais bien arrêter d'en reparler de ça. Non, mais ça fait 1 an et demi que je me pose la question. Je me dis, je vais lui poser aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Paul-Henri était pas content. Surtout qu'en plus, il vous avait donné le mât. En plus. Pardon? Il vous avait donné le mât, en plus. Il nous avait? Le mât de Guyot. Ah, Benjamin leur avait acheté, ouais. Ouais. Il l'a acheté, hein. Il l'a pas eu gratos. Oui, mais c'était eux qui vous avaient dépanné pour le mât. Et vous les percuter, étaient en train de racheter le bateau. Ah on est désolé. Ouais. Et c'est pas toi qui étais de veille au vent à ce moment-là? J'étais en train de manœuvrer dans le cockpit et oui, on joue tous un rôle à bord. J'étais désolé pour Benjamin, mais c'est de la course, hein. Les accidents, ça arrive et oui, je m'en voulais aussi. Je voulais prendre ma part de responsabilité dans cette histoire parce que Benjamin méritait pas ça pour son projet. Eleven Hour non plus, il méritait de gagner proprement et on a eu cette collision qui était assez traumatisante, je dois dire, qui a failli faire capoter ce magnifique projet. Bon, heureusement, tout s'est bien terminé. Voilà, ça fait partie des aléas de la course et j'avais oublié. Merci Jacques, c'est super sympa. Question anecdotique, donc Jacques, on a bien noté. Ouais, Sébastien, je rebondis sur la question de Valentin Pinault de Ouest France. On a quand même l'impression que ces 4 dernières années, c'était un peu pour toi une traversée du désert. Et là, on a vu un nouveau Sébastien Simon. Est-ce que c'est le nouveau Sébastien Simon qu'on va avoir maintenant? Alors, c'est toujours Sébastien Simon. J'ai toujours été le même, avec les mêmes valeurs. Ça, j'en suis persuadé. Pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, oui, j'ai vécu 4 années qui ont été personnellement très difficiles. Je pense que peu de gens sont capables de comprendre ce que j'ai vécu pendant 4 années, autant personnellement que professionnellement. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, ce qui fait que je suis quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'il veut. Quand j'ai envie de quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Voilà, comme revenir ici en 2024 avec un projet Vendée Globe.
comme je le ferai en 2028 avec un projet le plus ambitieux possible avec le groupe Dubreuil. Et pour ça, je suis prêt à tous les sacrifices pour réussir à obtenir ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. C'est toute ma vie, la course au large, et d'autant plus le Vendée Globe. Donc c'est une course qui me hante l'esprit, j'ai grandi avec. Moi, je la considère comme ma course. Donc voilà, j'ai un objectif en tête et peut-être que je l'atteindrai jamais, mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de travailler pour. J'ai envie de continuer à sacrifier beaucoup de choses, beaucoup de temps personnel aussi, pour ce projet. Et voilà, j'ai envie d'essayer de donner le maximum pour peut-être, ça reste du sport, encore une fois, essayer d'offrir la plus belle marche du podium à la famille Dubreuil, à mes proches, à mon équipe, et en dernier à moi. Voilà. Autre question dans la salle? Oui. Ouais. Ludovic sur l'eau, course sur large à nouveau. Je voulais revenir sur le passage de la dépression où tu suis Charlie. C'est pas une décision facile à prendre quand on a la volonté de terminer le Vendée Globe. C'est un peu un qui tout double. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour y aller? T'as pas le choix ou tu te dis je vais faire deuxième? J'ai pas eu le choix en fait. En vrai. À un moment, je me suis dit allez, fais route à 90 degrés, va au nord. Et je me suis dit mais même si je fais ça, ce sera même pas suffisant. Ça aurait pu être plus rassurant d'aller au nord, suivre les autres concurrents, tout simplement aussi. Mais non, comme je l'ai dit, voilà, mon rythme, ma course, mes décisions, mes trajectoires. Et je me suis dit, ça fait partie d'un Vendée Globe, hein, se prendre 60 nœuds, 10 mètres de vague, ça fait pas plaisir. Mais c'est un tour du monde, hein. C'est pas que sous le soleil, et j'étais prêt à ça pour réussir ce tour du monde. Et quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit bah, peut-être qu'il va falloir faire le dos rond. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 jours. Et ton problème de gazole à ce moment-là te fait ralentir? Bah, j'avoue que j'ai réglé le problème à 25-27 nœuds quand même. Comme un peu tous mes problèmes. J'ai encore toutes mes dents, mais ouais, ça devient très difficile à bord de ces bateaux parce que. Et puis la course est d'un tel niveau et d'une telle intensité que maintenant, quand on a un problème, il faut le régler pleine vitesse. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, plus dures, plus dangereuses. Donc voilà, aujourd'hui, s'arrêter vent arrière, comme on me l'a appris au tout début de mon fille, quand je suis arrivé en IMOCA, t'as un problème, t'arrêtes vent arrière, tu répares et tu repars. Mais j'ai l'impression que ça n'existe plus. Maintenant, on fait des peelings en ligne, on abat plus pour changer de voile. C'est d'une intensité incroyable. Donc même dans les petites bricoles, il faut réussir à gérer ça. Ouais, c'est fou, en fait. Je pense qu'ils sont tous idiots, les premiers, là. Dont tu fais partie, alors. Et tu as eu l'occasion de découvrir l'œil, le centre de la dépression à cette occasion-là. Oui, c'était étonnant. Et d'ailleurs, j'allais demander à soumettre à l'orga, on arrête avec les zones des glaces, parce que en fait, ça sert à rien. Et surtout, je trouvais ça plus dangereux à ce moment-là. Parce que s'il n'y avait pas eu la zone des glaces, ça nous permettait surtout... Aujourd'hui, on n'a qu'un seul escape, c'est de monter au nord, parfois très très nord, dans le cas de grosses tempêtes. Alors qu'avant, sans cette restriction, ils avaient aussi la possibilité de descendre dans le sud. Donc ça fait 2 possibilités pour s'échapper des grosses tempêtes et des grosses dépressions. Et là, cette zone, en fait, elle nous contraint pile poil dans une limite où c'est le chemin des grosses dépressions. Et pas de bol, cette année, ils ont rencontré un glaçon sur la route. Donc ils vont nous garder la zone des glaces, j'imagine. Je vois que tu as bien suivi l'actu de la course. D'autres questions dans la salle? Il y en a sur le chat, encore une fois? Oui? Non? Alors 2 questions au choix. Sébastien, une question plutôt technique sur le bateau ou une question plus liée à l'alimentation? Tu préfères commencer par quoi? Comme tu veux. Alors, question sur le bateau. En quoi consistait plus précisément l'adaptation du bateau à la conduite en solitaire? Qu'avez-vous dû modifier? Question d'Alexandre Vanchberg. Alors, c'est beaucoup plus lié à notre accident, où on a adapté certains éléments ergonomiques et de sécurité. Pardon, excusez-moi. Où on a adapté des sièges moulés sur moi, sur mesure, montés sur amortisseur. On a mis des filets anti-projection dans la zone de vie, qui est très grande, effectivement, qui est faite pour l'équipage. Le fait de porter un casque.
créé des bannettes aussi, avec une petite cloisonnette où je peux caler mes pieds en cas de décélération importante pour pas être projeté vers l'avant. Quand on a récupéré le bateau, ils dormaient par terre, ils étaient assis sur des strapontins. Il n'y avait pas tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, c'est un des automatismes, et deux, ça a été d'adapter le bateau pour le rendre plus ergonomique et voilà, évoluer un peu plus en sécurité, ce qui est quand même très très important aujourd'hui. Voilà ce qu'on a fait grosso modo. Sinon, on a réadapté aussi tout l'électronique qu'on a changé. Voilà, enfin, en équipage, ils n'ont pas besoin de deux lignes de pilote, ils n'ont pas besoin de redondance. Et nous, pour ça, on s'est beaucoup inspiré aussi de l'aérien. Voilà, la famille Dubreuil est passionnée d'aéronautique, ils sont tous pilotes dans la famille. Il y a même leur cousin qui est champion du monde de voltige. Donc il nous a aussi apporté son expertise pour essayer d'apporter plus de redondance, pour essayer de pallier à des pannes qui peuvent arriver. Et heureusement, on les a écoutés. Autre question, donc posée par Sandrine Lefebvre. Peux-tu nous expliquer ce que ça représente plus de nourriture plaisir, comment on tient, notamment au moment de Noël? A-t-il aussi fallu gérer les plats lyophilisés ou se rationner suite à l'histoire du gasoil, sans doute? Ça a été... Alors, le repas de Noël, par bonheur, n'a pas touché le gasoil. C'est chouette. Et en plus, c'était la période où c'était le sac numéro 4 qui n'était pas pollué. C'était bien. Et tout l'Atlantique, je suis retourné dans les sacs un peu pourris. Du coup, ça rend les choses beaucoup plus dures parce qu'on n'a pas de quoi grignoter. Ça enlève un apport énergétique important quand même à partir du moment où il n'y a plus de sucreries, où il n'y a plus de petites choses à manger. En fait, ça apporte les calories, ça reste quand même de l'énergie. Et donc on était parti avec 3000 calories par jour, c'était une base. Et en fait, très vite, je me suis retrouvé avec entre 800 et 1100 calories par jour, ce qui est beaucoup moins. Très vite, j'ai commencé à me sentir assez faible. Et quand on est dans ces situations-là, ça peut être dur mentalement. Et aussi, à un moment, tu tentes, tu te dis, oh, peut-être que celui-là, le gasoil n'est pas passé au travers. Et là, donc j'ai eu mal au ventre à tenter de manger des choses. Donc j'ai arrêté. Et à la fin, tu cherches tout ce que tu peux manger. Et c'est moins plaisant, mais tu manges par nécessité, en fait. Voilà. Mais la prochaine fois, on ne fera pas cette erreur. Je ne m'atosserai pas à côté du gasoil, en tout cas. Question de Corentin Chassard. Comment imagines-tu la suite? Tu parlais d'un Ironman. Comment imagines-tu la préparation d'un événement comme ça, sachant qu'il faut souvent plusieurs mois pour se remettre d'un Vendée Globe? Mais normalement, il ne faut pas faire de Vendée Globe pour faire un Ironman. Je vais surtout prendre du plaisir, aller rouler avec mes amis, aller courir avec eux. Voilà, j'ai un 10 km et Alex m'a inscrit à un 10 km et un semi-marathon aussi. Voilà. Donc, non, ça va être aussi beaucoup de plaisir. Ça va me faire du bien à la tête aussi. Et puis, je sais pas, je vais m'entraîner. La préparation de ce genre d'événement est d'autant plus passionnante que la course en elle-même. Je dirais que la course, c'est que la petite sucrerie, voilà. Mais la préparation est incroyable parce qu'on fait ça avec du monde, on s'entoure, on partage des expériences, on se met en difficulté. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis c'est un rythme de vie, une hygiène aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de reprendre ça. Dire si je vais être performant aujourd'hui, j'y vais sans objectif si ce n'est de finir. Mais on verra. Voilà. C'est ce que ça donne quand tu dis ça. Finir. Y a-t-il d'autres questions dans la salle pour cette conférence de presse? Oui, non. Merci à vous, applaudissements pour Sébastien Simon. Merci à tous. Troisième donc de ce Vendée Globe 2024. Merci, on te laisse te reposer, enchaîner, te sustenter avec les cookies Sodebo. Merci beaucoup Sébastien.